Chers amis bénévoles, amis de la Fondation, amis de Raoul Follereau, futurs bénévoles, je vous souhaite la bienvenue pour ce 33e rassemblement autour de la Fondation, que nous avons appelé Folle Journée. Folle pour Follereau, et aussi parce que nous sommes tous un peu fous de cette folie de Raoul Follereau, de vouloir aimer et agir pour changer le monde. D'abord, un grand merci d'être venus souvent de loin, malgré des charges professionnelles ou familiales, venus de toutes les régions. Et un immense merci pour votre action généreuse et efficace. C'est grâce à vous que nous allons au secours des plus démunis, que ce soit par la pauvreté ou la maladie. Vous bravez froid et tempête pour les JML, vous bravez les difficultés pour mettre en place de belles opérations de sensibilisation et de collecte. Nous sommes heureux de vous voir ici, et souhaitons que cette journée vous permette de nombreux échanges, rencontres, informations et meilleure connaissance des actions soutenues par la Fondation. Ce matin, il y aura l'intervention de Bertrand Cauchois sur la lèpre, puis la présentation des grands axes de la Fondation et des actions de nos partenaires. Suite à cela, vous serez invités à descendre dans les salles en dessous de l'amphi pour les rencontres thématiques que vous retrouverez sur votre programme. Pensez à votre choix dès maintenant pour ceux qui l'ont déjà fait. Ensuite, après un bon déjeuner, nous accueillerons les donateurs ainsi que de nombreuses personnes qui veulent connaître la Fondation. Nous écouterons Fabrice Adjadj et plusieurs témoins sur la conviction et l'engagement, et nous aurons la présentation de beaux projets de la Fondation par nos partenaires de terrain. Je vous souhaite une très belle journée, et la parole est maintenant à Michel Récipon pour l'ouverture officielle de la Folle Journée. Merci Edmé. Monseigneur, chers amis, c'est avec plaisir de vous retrouver tous ici ce matin dans ce lieu pour cette folle journée. Après une dizaine de congrès organisés à Paray-le-Monial, même si nous avions nos habitudes, nous souhaitions réfléchir à un nouveau concept en nous ouvrant vers les donateurs et les amis de la Fondation, et de trouver aussi un lieu symbolique, l'école militaire. En effet, si la Fondation soutient aujourd'hui environ 250 projets dans le monde, c'est que nous avons continué l'action initiée par Raoul Follereau. Au moment où celui-ci a lancé la bataille de la lèpre, il n'était pas médecin, il n'y avait pas de traitement, il n'était pas légitime, comme on dirait aujourd'hui, mais il avait la volonté d'agir. Il s'est tourné naturellement vers la communauté scientifique pour la recherche d'un traitement et vers ceux qui agissent sur le terrain, les médecins militaires et les missionnaires. Je pense notamment au général Richer, qui fut le premier président de la commission médicale, et tant d'autres, comme les docteurs Durand, Manoni, Bobin, qui nous ont accompagnés pendant ces 60 dernières années, et tous ces ordres missionnaires qui, dans le monde, enseignent, guérissent et consolent. Je pense à sœur Marie-Régina à Pondichéry, à sœur Dolores au Niger, ou sœur Noémie ou sœur Anna au Congo, et tous ceux que vous allez rencontrer pendant cette folle journée. Notre thème, cette année, conviction et engagement. Raoul Follereau disait « Soyez conquis ou soyez indignés, mais jamais neutres, indifférents, passifs et résignés. Faites quelque chose de votre vie. » Avec nos invités et nos partenaires, nous réfléchirons à la force de conviction et au sens de l'engagement à la lumière de la vie de Raoul Follereau, qui a été engagé vers les plus exclus. Ce matin, avec les bénévoles, nous écouterons Bertrand Cauchois sur la lèpre et les avancées médicales. Nous vous présenterons nos actions avec nos partenaires et des ateliers seront proposés. Cet après-midi, avec les donateurs et les amis de la Fondation, nous écouterons Fabrice Adjadj nous parler, en partant d'une citation de Raoul Follereau, de l'apocalypse au coin de la rue, ou comment s'engager dans cette atmosphère des fins des temps, comment ouvrir les chemins dans l'impasse. Nous aurons une table ronde sur la conviction et l'engagement et une présentation de nos actions par nos partenaires. Demain, la messe sera célébrée par Monseigneur Kyrillos à Notre-Dame de la Salette.
Merci à eux et à tous nos invités d'être présents lors de cette journée. À tous, très bonne, folle journée et nous espérons que ces temps d'échange et de rencontres permettront à chacun de repartir avec la volonté de s'engager davantage au service des autres. Je vous remercie. Oui. Et maintenant, Bertrand Cauchois va vous parler de la lèpre. Bertrand Cauchois, conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau et représentant de la Fondation à Madagascar. Son engagement, c'est 35 ans auprès des malades dans la santé en pays de voie en développement. Alors, c'est 15 minutes de présentation et après, il reste bien 10 minutes, vous aurez l'occasion de poser des questions, 5 en tout, et Bertrand y répondra. Écoutez, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous rencontrer parce que c'est vous les premiers acteurs du combat qu'on essaye de mener sur place pour répondre aux engagements de notre fondateur. Mon exposé va être simple et il s'agit d'essayer de répondre aux questions que vous posez et que vous posent vos interlocuteurs. Et si je n'évoque pas toutes les questions que vous posez, la séance de questions permettra d'améliorer l'exposé. Alors la lèpre, qu'est-ce que c'est la lèpre ? La lèpre, c'est une maladie ancestrale connue depuis la nuit des temps et malheureusement, c'est quelque chose qui continue et la discrimination et le rejet des malades, c'est malheureusement encore quelque chose de commun. Alors, une petite définition, la lèpre, c'est une maladie infectieuse qui n'est pas encore quelque chose de connu par nos malades, mais une maladie infectieuse, ça veut dire qu'elle est transmise par une petite bête qui s'appelle une bactérie, c'est le Mycobacterium leprae ou plus classiquement le bacille de Hansen. Et ce qu'il faut retenir globalement sur la maladie, c'est une maladie qui touche la peau, mais qui touche les nerfs. Donc c'est une maladie qui a deux tropismes, la peau. On entend tous parler des problèmes de lèpre sur la peau, mais en fait, c'est une maladie neurologique. Et malheureusement, c'est parce qu'elle touche les nerfs qu'elle entraîne de nombreuses complications. Alors, on peut quand même retenir quelques dates. Les principales dates, c'est la découverte du bacille de Hansen par un chercheur qui s'appelait Hansen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 50, il n'y avait pas de traitement spécifique de la lèpre. Et c'est ce qui a conduit à l'isolement. On isolait les malades de la lèpre, ce qui était une mesure de santé publique. En isolant les malades, on coupait un peu la chaîne de transmission. Et puis, dans les années, hommage à notre fondateur, c'est la rencontre de Raoul Follereau avec les lépreux qui a été le déclenchement de tout son combat, et notamment de son engagement avec la Journée mondiale des lépreux. Alors, la lèpre, une question qui nous est souvent posée, mais pourquoi vous travaillez encore sur la lèpre ? La lèpre s'est éradiquée. Non, la lèpre s'est pas éradiquée. Il y a eu des messages, on va dire, maladroits de nos amis de l'OMS, je suis désolé, je leur tape assez souvent sur la tête, mais message maladroit, on a parlé d'une maladie éliminée sur un contexte de santé publique, ce qui fait que souvent, quand vous demandez des moyens pour lutter contre la lèpre, on vous dit « mais vous mentez, la lèpre s'est éradiquée ». Non, la lèpre s'est pas éradiquée, c'est encore quelque chose qui est largement présent. Donc la lèpre, sur l'image de droite, ce qu'on voit, c'est la face émergée de l'iceberg, mais voilà, il y a tout le reste en dessous. Et le reste en dessous, il est porté, on va en parler un peu plus loin, par la pauvreté. Alors, il y a des combats qui ont été gagnés sur la lèpre. Sur l'image de gauche, vous voyez que la première étape, qui est avec le graphique en hauteur, on a réduit fortement le fardeau de la lèpre avec cette descente brutale. Mais cette descente brutale, elle est masquée par tous les cas qu'on oublie. On oublie des cas aujourd'hui et ils sont représentés par ce que j'ai mis en bleu marine, cet océan profond de cas oubliés. Donc voilà, on a réussi des combats sur la lèpre, notamment avec les antibiotiques, avec toute l'appui qu'on a donné aux malades, mais on n'a pas gagné et il y a beaucoup de cas oubliés. Alors, la lèpre, est-ce que ça se soigne ? Oui, ça se soigne très bien.
grâce à des médicaments qui sont tout simplement des antibiotiques. Les premiers médicaments, c'était la dapsone dans les années 50, mais en 1982, on a eu à notre disposition la PCT. Alors la PCT, c'est polychimiothérapie. C'est une association d'antibiotiques. C'est un travail de la Fondation Raoul Follereau. C'est grâce à des gens comme le professeur Grosset qu'on a mis au point cette combinaison d'antibiotiques qui sont très efficaces. Très efficace. Et puis dans les autres avancées qui permettent aujourd'hui de savoir si nos médicaments sont efficaces, il y a eu la découverte, le décryptage du génome de la lèpre par des chercheurs engagés qui travaillent avec la Fondation Raoul Follereau, notamment le professeur Stewart Cole, qui actuellement est le directeur général des Instituts Pasteur. Les images que je montre en bas sont des anciennes léproseries où les malades étaient parqués, si j'ose dire, dans des villages. Et grâce à ces médicaments, on n'a plus besoin d'isoler les malades parce qu'une première prise de médicaments fait qu'ils sont plus contagieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le traitement ? Le traitement, cette polychimiothérapie, c'est les plaquettes que je vous ai montrées à droite. C'est des médicaments à prendre tous les jours, donc c'est contraignant. C'est des médicaments à prendre pendant 6, voire 12 mois, voire un petit peu plus. Et ces médicaments, nous, au niveau de la Fondation Raoul Follereau, on soutient des laboratoires qui nous permettent de dire est-ce que ces médicaments sont toujours efficaces. Dans la salle, par exemple, vous avez le professeur Jarlier qui travaille, entre autres, sur le suivi des résistances à ces médicaments. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est des traitements qui soient plus courts. Traiter un malade en brousse dans des conditions difficiles pendant 12 mois, être certain qu'il prend bien ses médicaments, ce n'est pas facile. Et donc aujourd'hui, la Fondation Raoul Follereau, on est engagé dans la recherche, on essaye de travailler, voir si on ne va pas pouvoir trouver des thérapies qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce qu'encore une fois, le médicament coupe la chaîne de transmission rapidement, dès les premières prises, mais par contre, il faut un traitement long pour arriver à une guérison totale. Alors, pourquoi est-ce qu'il reste des malades puisqu'on a un médicament efficace? C'est paradoxal, on a un médicament, mais parce que malheureusement, on travaille dans des pays où le socle de la lèpre, il est constitué par la pauvreté. Et ce n'est pas aussi facile d'aller diagnostiquer des malades dans des pays où la priorité, ce n'est pas de se soigner, la priorité, c'est de manger. La priorité, c'est le matin quand on se lève, comment je vais nourrir ma femme, mes enfants. Et donc, on n'est pas du tout dans la même considération qu'ici. Donc moi, c'est le grand classique de ce que j'appelle l'oignon. Quand on épluche un oignon, on enlève les premières couches. Et finalement, quand on a fini d'éplucher l'oignon, souvent, quand on a enlevé tout ce qui nous paraissait pas bon, il ne reste pas grand-chose à manger. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu illustrer. La première couche, c'est pourquoi on ne traite pas les malades? Parce que les gens n'ont pas accès au système de santé. Madagascar, c'est pour 50% des malades, c'est entre 8 et 10 heures de marche pour accéder à un centre de santé. Et quand on a la possibilité d'y accéder, souvent on n'y va pas. Pourquoi? Parce que le centre de santé, c'est une baraque délabrée où il y a à peine un infirmier, il n'y a pas de médicaments. Ensuite, donc il y a ceux qui vont vraiment au centre de santé mais qui ne sont pas diagnostiqués parce que la lèpre, c'est encore présent. Mais ce n'est pas une maladie tellement fréquente, donc les gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc ils vont au centre de santé, on leur dit bah ouais, c'est une dermatose. Non, ce n'est pas une simple dermatose, c'est la lèpre. Et puis il y a ceux qui sont diagnostiqués mais qui ne sont pas traités parce que acheminer les médicaments, ce n'est pas non plus très simple. Puis il y a ceux qui sont traités mais qui vont rester lépreux toute leur vie. Alors lépreux au sens, pas au sens de la maladie, au sens de, malheureusement, de la persécution et de la discrimination, parce qu'ils sont traités trop tard, ils sont diagnostiqués trop tard, donc ils ont des invalidités, et ils seront toujours reconnus dans la rue comme un malade de la lèpre. Et surtout, leur handicap va les handicaper à tel point que c'est des gens qui ne pourront plus cultiver, qui ne pourront plus nourrir leur famille. Et enfin, il y a une toute petite partie des malades qui sont parfaitement pris en charge. Et voilà, notre combat, c'est d'essayer que les cases 2, 3, 4, 5, 6, on puisse les remplir. La lèpre, il y en a encore partout dans le monde. Les pays les plus touchés sont l'Inde, l'Indonésie, le Brésil. Mais vous voyez que dans nos zones de prédilection, qui sont l'Afrique francophone, on a encore des pays qui sont très touchés. Madagascar en fait partie, la Côte d'Ivoire, mais tous les pays où on intervient, il y a de la lèpre. Alors, la lèpre, comment ça se transmet? On a tous entendu parler de l'écureuil, du tatou. Il faut vraiment être clair. Aujourd'hui, la lèpre, elle est transmise par un homme malade, un malade vers son voisin.
effectivement, on a découvert des traces de lèpre chez un écureuil récemment, ce qui ne veut pas dire que l'écureuil transmet la lèpre. Ça veut dire que probablement, dans les périodes ancestrales, il y a peut-être eu à un moment des partages de bacilles entre l'homme et l'animal. Et on sait que notamment en Amérique du Nord, il y a un peu de transmission entre le tatou et l'homme. Mais la lèpre, soyons clairs, c'est un homme qui transmet à un autre homme. Alors, est-ce qu'il existe un vaccin sur la lèpre? Non, il n'existe pas de vaccin et on l'attend tous parce que il y a des gens dans la salle, j'ai vu le professeur Gentilini, tout le monde sait que si on veut éradiquer une maladie, c'est probablement par le vaccin. Soit il faut éradiquer la pauvreté, soit il faut éradiquer le bacille avec un vaccin. On n'en a pas. Mais nous, au niveau de Madagascar, on soutient, on n'est pas les seuls, on soutient une équipe américaine qui travaille sur un vaccin. Aujourd'hui, les essais sont encourageants, mais on est encore sur une phase d'essai. Et si par bonheur ce vaccin était efficace, on l'aurait peut-être dans 10 ou 15 ans. Donc ce n'est pas demain. Alors, du coup, comment est-ce qu'on prévient? Comment on empêche la transmission? Eh bien, on l'empêche en dépistant les malades très tôt, parce qu'un malade dépisté très tôt et guéri très tôt, c'est un malade qui ne va pas transmettre le bacille. C'est tout simple. Mais guérir très tôt, ça veut dire aller dépister les gens chez eux, puisqu'ils ne viennent pas vers le système de santé. Ça veut dire se heurter à des conditions logistiques qui ne sont pas simples. Et quand on va dépister les gens chez eux, ben voilà, l'image de gauche, on dépiste les gens dans leur maison, dans un inconfort total, où on n'y voit pas toujours très clair. Mais voilà notre quotidien quand on veut aller dépister précocement les cas. Et donc aujourd'hui, on essaye aussi de trouver d'autres moyens de prévention. Les moyens de prévention, c'est d'essayer de donner un antibiotique qui permettrait à des gens qui ne sont pas encore malades, mais qui ont un fort risque de le devenir parce qu'ils sont au contact avec des malades, d'être prévenus de la maladie. Et donc aujourd'hui, donner cette chimioprophylaxie, c'est-à-dire ce médicament préventif, ça paraît simple. On sait qu'il y a un médicament qu'on peut donner à quelqu'un et on sait que même s'il est au contact d'un malade de la lèpre, grâce à ça, on va reculer la période où il risque de développer la lèpre. Mais c'est simple de le dire, quand on ne peut pas pénétrer le pays dans lequel on est, ce n'est pas facile à organiser. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une étude de faisabilité à Madagascar. Est-ce que la chimioprophylaxie, on peut la distribuer? Est-ce que c'est efficace? Je n'en suis pas encore sûr. Mais on cherche, on est engagé là-dessus au niveau de la Fondation. Alors est-ce que le traitement qui marche, cette PCT qui est fournie par un laboratoire Novartis, qui le donne gratuitement, il donne gratuitement le médicament, mais pour l'acheminer, c'est nous, Folro, nous les partenaires de la lèpre qui l'acheminons. Mais est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. On dépiste les malades trop tard. 30% des malades arrivent à des stades où ils ont déjà développé des invalidités, ou ils sont en train de les développer. Donc ça veut dire qu'il faut prévenir le handicap, soigner les réactions. Et donc, vous avez peut-être entendu parler dans nos slogans de ce qu'on appelle le kit corticoïde. C'est-à-dire, c'est tous les médicaments qui vont faire qu'on va pouvoir soigner le handicap. Ça, c'est grâce à vous, grâce à vos engagements, qu'on arrive à acheter ces médicaments. Mais c'est tout un travail, il faut éduquer, former, parce que c'est des médicaments qui se manipulent beaucoup plus difficilement que les antibiotiques. Voilà. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'éviter l'apparition du handicap. Malheureusement, quand le handicap apparaît, il faut prendre en charge le handicap. Et le handicap, souvent, est synonyme d'exclusion. Donc le handicap, c'est ces mains en griffe que vous avez sur la photo de gauche. Et nous, la prise en charge du handicap, c'est les atteintes nerveuses font que les gens ont souvent des pertes de sensibilité. Ils se blessent parce qu'ils ne sentent pas. Ils vont marcher sur un clou, marcher sur un caillou, et ils vont se blesser. Et ces plaies vont s'infecter et vont entraîner à terme, à la limite, des amputations. Mais donc, nous, on intervient en prévention. À droite, vous avez un ancien malade qui est devenu un cordonnier, qui fabrique des chaussures orthopédiques pour permettre aux gens qui ont perdu de la sensibilité de marcher correctement. Et la photo du milieu, c'est notre ami Michel-Yves Grovin, qui est notre chirurgien spécialiste de la lèpre, qui vient, malheureusement, quand il est trop tard, on essaye encore de faire quelque chose. On fait de la chirurgie réparatrice, la transplantation tendineuse, pour redonner une fonction, remettre l'homme debout. Quelqu'un qui ne peut pas marcher parce qu'il est handicap. Moi, j'ai vu Michel-Yves Grovin opérer des malades.
qui ensuite se remettent debout. Et c'est pas seulement un mot, se remettre debout, c'est aussi la réalité de tous les jours. Voilà, un malade que nous avons vu avec Michel-Yves, que Michel-Yves a opéré, et cette personne qui ne pouvait plus fermer les yeux, mais il n'y a pas eu que ça comme opération. Hein. Voilà, on continue. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour répondre à tous les problèmes que j'ai soulevés tout à l'heure? Pour les malades qui n'ont pas accès au système de santé, il faut qu'on renforce le système de santé. Et quand le système de santé est trop loin, il faut qu'on aille vers le système, vers les malades. C'est-à-dire, on délocalise le système de santé vers les malades. Pour les malades qui ne fréquentent pas le système de santé, il faut sensibiliser. Donc, tout notre travail, c'est de dire, il faut aller vers les centres de santé, et les malades qui se sentent stigmatisés et qui ont peur d'aller au système de santé, il faut lutter contre la stigmatisation. Donc on s'appuie sur des acteurs communautaires, on s'appuie sur des anciens malades. Ensuite, au niveau du centre de santé, quand les gens ne savent pas dépister, on a un rôle de formation, il faut qu'on améliore les compétences, il faut qu'on améliore le système de santé. Lorsque les gens sont diagnostiqués mais qui ne sont pas traités, c'est tout un circuit. Il faut faire que quand vous devez envoyer un médicament et qu'il faut 5 jours pour acheminer le colis, il faut qu'on se débrouille, mais il faut que les médicaments arrivent sur place. Et ensuite, le handicap, je viens d'en parler, il faut prendre en charge le handicap. Sinon, le malade, il est guéri de sa lèpre, mais il restera lépreux toute sa vie et discriminé toute sa vie. On continue. Voilà, donc comment est-ce qu'on travaille dans les pays? On ne travaille pas tout seul. On travaille avec les ministères de la Santé et on travaille avec des partenaires confessionnels. À Madagascar, on appuie l'institution, mais aussi, heureusement, on a les confessionnels sur le pays qui nous permettent de prendre en charge des malades qui ont confiance dans un système. Le système institutionnel est détérioré. Les sœurs, souvent, elles ont des capacités d'hébergement, elles ont des capacités d'accompagnement. Le système institutionnel, il va s'arrêter à une prise en charge. Or, il faut aller plus loin. Quelle stratégie? On essaye d'intégrer maladies tropicales négligées. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement travailler sur la lèpre, on va travailler sur des maladies qui concordent à pouvoir dépister des malades. Donc, c'est les maladies dermatologiques. Les gens ils viennent avec une dermatose et au décours de leur dépistage dermatologique, on va trouver de la lèpre précocement. Voilà, et donc les financements, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Et donc nous, dans le domaine de la recherche, on a des projets, on a une commission médicale et scientifique qui permet de statuer et de dire on va appuyer tel ou tel projet parce qu'on pense que ce projet va peut-être nous aider à sortir la tête de l'eau et à avancer. Donc trouver les bonnes équipes qui font les bonnes recherches. Voilà, après c'est simplement des photos, donc vous m'arrêtez quand j'ai dépassé mon temps, il n'y a aucun problème. Voilà, au-delà des actions médicales, notamment grâce au confessionnel, il faut humaniser. Donc cette photo, revenez une seconde sur la photo précédente, cette photo, la petite fille, c'est une petite fille que j'ai vue dans un village, complètement effarée quand on arrivait, c'était la première fois qu'elle voyait un blanc dans le village, mais elle était complètement perdue. Et vous voyez la photo après où elle a tous sourire. À votre avis, c'est combien de temps après cette photo? Je vous donne la réponse, c'est 3 minutes après. On est arrivé avec la sœur, et la sœur, c'est elle qui m'avait dit, j'ai entendu parler qu'il y a une petite, et la sœur, elle avait amené des habits, et regardez, et cette petite, elle était effarée. Les gens lui donnaient vaguement une gamelle pour qu'elle se nourrisse, et déjà, on avait gagné une victoire parce que cette petite, elle était prête. Voilà. Voilà, maintenant on va passer aux questions. Alors, je vous laisse applaudir. Alors, 5 questions et... Philippe Desbré, Corrèze. Merci tout d'abord pour cette comparaison avec l'oignon. Ça me rappelle un petit peu cette image de la cuisinière qui épluche ses oignons, qui finit par pleurer. De même le lépreux ou le bénévole ou le médecin qui constate que tous ces cas de lèpre non identifiés restent sur la planche de travail. Pourriez-vous revenir sur cette notion de PCT gratuite? Notre slogan, notre argumentaire quand on quête, c'est la plaquette de médicaments coûte tant. Il faut tant d'argent pour sauver un lépreux. Il semblerait, d'après ce que vous me dites, c'est que c'est le transport et la mise en disposition du traitement qui coûte l'argent, Novartis offrant le médicament. Alors la PCT, plusieurs questions peut-être? D'accord. Autre question.
Vous m'entendez quand je parle sans micro ou vous préférez le micro? Il faut le micro pour enregistrer. Quelle est la proportion aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondez? La proportion des contagieux, on disait les promateux autrefois, et ceux qui ne le sont pas. Parce que là, on dit toujours, on a la trouille, la lèpre. 10% selon moi sont contagieux, 90% ne le sont pas. Est-ce que c'est exact? D'autres questions? Plus que 2 questions. Vous avez dit la lèpre, le berceau de la lèpre, excuse-moi, donc Guy-la-Haussois, j'arrive de la Nièvre. Vous avez dit le berceau de la lèpre, c'est la pauvreté. La pauvreté. Est-ce que dans des pays comme Madagascar, la pauvreté est plutôt en voie de régression ou pas? Encore 2 questions. Quel est le temps d'incubation de la lèpre? Et une dernière question. Voilà. Guillemette Claus de la région parisienne. Je voulais savoir, avec Raoul Follereau, quelles sont les autres associations, notamment sur le plan médical, puisque c'est le sujet de votre intervention. Quelles sont les autres associations qui travaillent avec vous ou en complément sur le plan médical dans le monde? Ok, merci. Donc j'essaie de répondre aux questions. La PCT, elle est offerte gratuitement par un laboratoire Novartis, qui est le seul à fabriquer aujourd'hui ces antibiotiques sur la lèpre. Le coût, c'est que quand la PCT arrive, elle est distribuée par l'OMS, qui dit d'ailleurs que c'est eux qui donnent la PCT. Mais bon, la PCT, elle est offerte par une fondation, par la fondation Novartis. Le médicament, quand il arrive par exemple à Madagascar, il faut aller le dédouaner, il faut aller le sortir de l'aéroport, ensuite il faut le stocker et ensuite il faut l'acheminer. Et l'acheminer, le stocker en périphérie. Ça, c'est le médicament qui permet de couper la chaîne de transmission et qui permet de guérir le malade du bacille de Hansen. Mais tous les médicaments à côté, le traitement, la prévention du handicap, le traitement de ce qu'on appelle les réactions. Les réactions, en fait, c'est le moment où le malade reconstruit son immunité et il commence à réagir au bacille et il peut faire des réactions inflammatoires gravissimes qui peuvent tuer son nerf alors que le bacille est en train d'être vaincu. Et ces médicaments coûtent beaucoup plus cher que la PCT. Et donc c'est tout ça. Le coût, c'est ce qu'on appelle le kit corticoïde, le coût du médicament. Donc le coût du médicament, il y a le transport, mais il n'y a pas que l'antibiotique dans le traitement de dialèpre. Là, tous les autres médicaments. Un malade, par exemple, qui a des plaies, je veux dire, c'est des médicaments, il faut des pansements. Voilà. Donc, il y a la PCT qui tue le bacille, et il y a tous les médicaments qui vont autour. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Ensuite, oui. Il faudrait peut-être refaire l'argumentaire où on présentait la plaquette d'antibiotiques et le coût en face. C'est peut-être un slogan d'autrefois que j'ai en mémoire. Mais peut-être modifier un petit peu ça, de façon à ce que dans la quête, quand on est bénévole quêteur, on n'ait pas cette image. Cette ambiguïté, d'accord. Oui, vous avez raison, d'autant plus qu'il y a des gens qui, il y a quelques années, qui ont dit le médicament, il est donné gratuitement et vous faites croire que vous l'achetez. On achète beaucoup de médicaments, mais c'est pas cela. Mais les médicaments, la PCT, ont un coût important pour Follereau. Le pourcentage de contagieux, question dont il n'est pas facile de répondre. Aujourd'hui, on dépiste 90% des malades, c'est à peu près pareil dans tous les pays où on travaille, 90% des malades qu'on dépiste sont à un stade contagieux. Mais pourquoi 90%? Parce que les malades qui sont contagieux sont des malades multibacillaires, souvent qui viennent tard, qui sont à des stades de développement de la maladie, qui font qu'ils sont incités à venir consulter par rapport aux malades dits paucibacillaires qui a juste une simple tache sur la peau. Celui-là, il ne va pas consulter. Donc aujourd'hui, les malades qu'on dépiste, c'est 90% de contagieux. Quand on fait du dépistage porte-à-porte, ce que je fais avec le projet People, et qu'on va dans les maisons chercher les malades, là, on est à 50-50. Voilà. Donc le contagieux, c'est en passif, c'est 90% des malades qui sont contagieux. Quand on va en actif, on dépiste les malades plus tôt, on est à peu près à 50-50.
La pauvreté, j'avais une question sur la pauvreté. Est-ce qu'elle est en régression actuellement? Non. La pauvreté n'est pas en régression, je dirais même qu'elle est en accroissement. Moi, à Madagascar, c'est criant, la pauvreté. Vous sortez de l'aéroport, vous voyez de la pauvreté partout. Et je disais tout à l'heure, c'est malheureusement notre combat. Aujourd'hui, on ne lutte pas contre la lèpre, on lutte contre la pauvreté. Demain, il faut éradiquer la pauvreté et on va régler le problème de la lèpre, de la tuberculose, du sida, de la malnutrition. Et c'est parce qu'il y a de la pauvreté qu'il y a encore ces maladies. Et non pas parce que le fait d'être pauvre fait qu'on attrape plus facilement la maladie, mais le fait d'être pauvre ne nous prémunit pas d'un certain nombre de choses. On n'a pas accès à l'hygiène, on n'a pas une bonne alimentation. Et malheureusement, il suffit d'ouvrir sa télé tous les jours pour voir que la pauvreté ne régresse pas. En tout cas, à Madagascar, la pauvreté ne régresse pas. Temps d'incubation. Qu'est-ce que c'est qu'un temps d'incubation? C'est le temps qui va se passer entre le moment où une personne est infectée par un malade et le moment où va développer sa maladie. On va dire que le temps d'incubation, il est variable, il va être entre 1, 2 ans et 3 ans et 10 ou 15 ans. C'est-à-dire entre le moment où on s'infecte et le moment où on va développer la maladie, le temps peut évoluer entre, on va dire, 1 an et 10 ans, avec des petites variations. Quand on parle d'incubation, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le moment où on s'infecte, c'est-à-dire le moment où le bacille, la contagion, c'est essentiellement par voie respiratoire. Quand quelqu'un nous produit des bacilles et que moi, par exemple, je vais les ingérer, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai peut-être des défenses immunitaires plus importantes que le pauvre qui ne se nourrit pas et qui vit dans des endroits déjà s'infecter. Moi, je vis au plein air, je rentre, je suis chez moi, il y a 4 ou 5 pièces. Eux, ils vivent à 10 dans une même pièce. Il n'y a pas de lumière. La lumière ne rentre pas dans la maison. La lumière, c'est quand même... La lumière, il faut savoir que les rayons du soleil, c'est quelque chose qui est très actif sur le bacille de la tuberculose, le bacille de la lèpre. Et ces gens-là, ils vivent en promiscuité, donc ils ont plus de chances de s'infecter. Et ensuite, une fois qu'ils sont infectés, le risque de développer... Ce n'est pas tous les gens infectés qui développent la maladie, mais... Le risque de développer la maladie quand on est pauvre, malnutri, qu'on a une mauvaise hygiène, on a plus de chances de développer la maladie. On n'est pas égaux. Et enfin, une dernière question avant qu'on me dise d'aller me rasseoir. Les associations avec lesquelles on travaille, les citer, je risquerais de me faire des ennemis et d'en oublier. Dans chaque pays, d'abord, les associations, c'est en premier les confessionnels. Sans les confessionnels sur place, je peux vous le dire, c'est impossible de travailler. Les confessionnels se substituent à la pauvreté. Le système institutionnel, même quand il est bien développé, c'est un système marchand. Le système confessionnel, c'est pas comme ça. Donc si on veut avoir des malades qui sont hébergés, qui sont nourris, où les enfants sont obligés d'accompagner les malades, il y a la scolarisation derrière. Donc ça, c'est... On va dire, ce n'est pas des associations, mais c'est nos partenaires. Et après, on a une kyrielle de petites ONG. Moi, j'ai des ONG qui vont nous aider. Il y a Handicap International qui travaille un peu sur le handicap, mais ils ne sont plus très présents avec nous. Mais en fait, sur le terrain, on identifie un certain nombre de petites ONG. Alors, l'Or de Malte travaille aussi sur le terrain et c'est un partenaire. Et il y a des centres où on travaille avec l'Or de Malte, bien entendu. L'Or de Malte est à la fois un partenaire et quelqu'un qui fait un travail un petit peu similaire au nôtre. Est-ce que je pourrais ajouter un mot? Les 3 mots qu'il faut prononcer. Un mot, vous avez dit. Après pauvreté, il faut prononcer 3 mots. Allez-y. La malnutrition, le manque d'hygiène et la promiscuité. Et il faut savoir que les pauvres des continents pauvres, ils sont d'une pauvreté qui n'a rien à voir avec la nôtre. Les nôtres, ici, les pauvres, ils mangent un peu. Quand on mange le tiers de ce qu'il faut, la malnutrition. Le manque d'hygiène, on ne se lave pas, on n'a que ce l'eau dégueulasse. Et la promiscuité, on est 10 dans une pièce, 10 personnes dans une pièce de 10 mètres carrés. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Je passe la parole à Oleg Ous, dont vous faites la connaissance peut-être aujourd'hui, qui est le nouveau directeur des projets à la Fondation Raoul Follereau.
Alors, mes chers amis, ça fait moins de 3 mois que je suis à la Fondation. Je viens d'un monde qui est très différent, c'est le monde de l'industrie. Et pour moi, c'est d'abord une découverte. Donc, c'est cette période de 3 mois à la Fondation. Et c'est à la fois court pour percevoir toute la richesse qui se déploie à travers de la Fondation, mais c'est aussi un regard neuf que j'apporte, et je peux vous dire plein d'émerveillement, par lequel je vais essayer je vais tenter de vous faire une synthèse ce matin. Donc je m'adresse d'abord à des bénévoles, et je tiens pour commencer à vous remercier d'être là aujourd'hui, d'être présents sur le terrain. Et le réseau de bénévoles, c'est sûrement un élément clé dans la chaîne d'amour qui relie le donateur aux bénéficiaires sur le terrain. C'est un peu dans les gènes de la Fondation, cette chaîne d'amour qui peut être exprimée par ces 2 mots, aimer et agir. Et vous êtes au cœur de cette relation. Et je salue aussi des initiatives du réseau de bénévoles qui essaie de mettre en pratique. Il ne s'agit pas uniquement de collecter, mais aussi d'être à l'autre bout de la chaîne et d'être soi-même au contact avec des personnes qui ont besoin de votre présence. Par exemple, avec la création de groupes de bénévoles Madeleine Follereau, qui tente de vivre auprès des personnes âgées et isolées la parole de Raoul Follereau, « Vivre, c'est aider à vivre. Il faut créer d'autres bonheurs pour être heureux. » Et en arrivant à la Fondation, mon souhait est également de multiplier les ponts entre bénévoles et projets, en restant à l'écoute des besoins sur le terrain et à l'écoute des bonnes volontés. Et ça a été le cas récemment, par exemple en mettant en contact l'école de Pobé, qui est donc une école où on scolarise les enfants au sein d'un centre de soins de l'UCR de Buruli, et le lycée Sainte-Ursule à Luçon pour l'envoi de matériel pédagogique. Donc c'est un exemple de ce que nous souhaitons aussi développer ou redévelopper au sein de la Fondation. Donc Edmé m'a demandé de vous donner les lignes de force et les convictions qui animent nos projets et de vous dire quelques mots sur les années qui viennent. Donc je vais vous donner d'abord un petit aperçu sur une idée des moyens engagés dans chacun de nos programmes. Nos programmes, nous les décrivons traditionnellement par 3 verbes qui sont soigner, éduquer, réinsérer. Et puis je vais insister sur 2 dimensions dans nos programmes qui sont d'une part la fidélité et d'autre part l'innovation. Je ne vais pas faire un exposé structuré, mais vous parler de ces deux axes que j'ai cru discerner, voir au sein du travail de la Fondation. Donc d'abord quelques chiffres. La Fondation a soutenu en 2019 233 projets, 105 dans le domaine de la santé, 65 à destination des enfants et 58 qui ont pour objet l'insertion. En même temps, quand on parle d'un projet santé, il y a souvent un volet éducation et un volet insertion dans ce projet-là. Quand on parle de gestion des handicaps, il y a une dimension insertion importante. Également pour redonner un travail à des anciens malades. Donc les missions sociales de la Fondation représentent pour 2019 un montant de l'ordre de 8 millions d'euros. Dans ces missions sociales, il y a un petit peu plus de 1 million d'euros pour la diffusion du message, presque 4 millions pour la santé, essentiellement dans la lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées, 2 millions environ pour les programmes enfance et 1 million pour l'insertion. À cela, il faut ajouter aussi quelques dizaines de milliers d'euros que l'on prête à des porteurs de projets avec un argent qui circule et qui produit des beaux fruits d'insertion. Alors, plus d'1 million d'euros pour la diffusion du message, ça veut dire que nous investissons dans la communication, dans les réseaux sociaux, mais qu'on investit aussi dans le réseau des bénévoles qui font partie de cet effort qui est important. Et les bénévoles, c'est le monde réel, c'est la rencontre personnelle, et c'est un très grand défi que vous avez entre vos mains.
Et donc je vous invite, puisque je vais parler d'innovation tout à l'heure, à faire vous-même preuve d'innovation. Ce qui est important, c'est que chaque génération s'approprie cette parole de feu qui a été celle de Raoul Follereau et la fasse sienne, et que ce feu se propage. 4 millions engagés dans la santé, dans la lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées, ça veut dire que ce combat, il est prioritaire pour la Fondation, et il va le rester. Tant que durera ce fléau et l'exclusion qui va avec, la Fondation Raoul Follereau sera là. 3 millions d'euros pour l'éducation et l'insertion, c'est-à-dire aussi que nous prenons au sérieux ce qu'on appelle les autres lèpres, donc d'autres formes d'exclusion dont sont frappés nos frères. À destination des personnes vulnérables en situation de précarité économique, qui peuvent être exclues, comme les minorités que nous aidons au Vietnam, qui sont exclues de l'accès à la terre, des handicapés qui, dans certaines zones, sont vraiment les lépreux des temps modernes. Et pour vous citer un exemple, nous avons soutenu, vis-à-vis du handicap, des personnes ayant un handicap auditif ou moteur cérébral à Ouida, au Bénin, cette année, qui est un nouveau projet. Ce sont des personnes qui peuvent être présentes dans des zones de conflit, où nous cherchons à rendre possible un maintien des populations sur place ou un retour chez elles, comme au Liban, au sein de l'association Mon Frère, un compagnon de route, dont on voit la photo derrière moi, qui vient en aide à des enfants modestes libanais, mais aussi syriens et irakiens. Nous sommes toujours très attentifs en Afrique à l'éducation des filles et l'insertion des jeunes femmes. Aider une femme, on sait bien que c'est aider une famille. Et en France, enfin, les programmes d'éducation sont importants, beaucoup en banlieue, où nous soutenons par exemple de manière importante les maisons d'accueil à Marseille, Bernadette, La Source, Magdala, pour vous citer des exemples, dont vous parlera Émeric Connel cet après-midi. L'insertion en France reste centrée sur l'aide à la création d'entreprises des personnes en situation de précarité qui ont les capacités d'être entrepreneurs. Voilà un petit tour d'horizon de nos projets, tels qu'ils sont aujourd'hui, tels que nous voulons les poursuivre demain. Et après ce tour d'horizon, je vais vous parler de la fidélité. D'abord, c'est une des valeurs importantes vécues au sein de la Fondation, avec un soutien fidèle à nos partenaires. C'est une fidélité souvent peu spectaculaire. Il est difficile de communiquer sur cette fidélité, mais nous la croyons efficace et précieuse. On sait bien qu'il faut plus de 20 ans pour construire une vie d'homme, là où parfois un instant suffit à la faucher. Donc nous sommes dans cette logique de cette fidélité qui est féconde. Pour vous donner des exemples, dans le domaine de la santé, nous soutenons les programmes nationaux de lutte contre la lèpre et le buruli. Et comme disait Bertrand, on apporte un soutien parfois très concret, c'est une voiture, c'est le moyen d'aller sur le terrain pour assurer cette mission dans des pays où le système de santé est complètement anémié. Nous apportons du conseil, de la formation, et grâce au professionnalisme de nos médecins conseils, Christian Johnson, Bertrand Cauchois, Michel-Yves Grovin. Donc, notre ambition à la Fondation, c'est d'avoir une médecine de qualité pour les pauvres. Et on voit que les choses changent dans la lutte contre la lèpre. Bertrand parlait d'un message qui avait été un petit peu délivré trop tôt par l'OMS, disant la lèpre est éradiquée, ce n'est plus un problème de santé publique. On a pu aller à Manille au congrès lèpre en septembre dernier et voir qu'il y avait beaucoup de nouveaux et jeunes visages au sein d'associations dans le monde entier qui œuvraient dans ce sens-là. Donc nous soutenons le fonctionnement quotidien également de belles œuvres de nos partenaires, certains sont parmi nous aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Afrique, au Vietnam, souvent des religieux, comme disait Bertrand, et qui font un travail héroïque et fidèle aussi. Donc c'est aussi notre marque de fabrique de soutenir ces personnes sur le terrain, là où d'autres ONG se le refusent en ne faisant que de l'investissement, et elles peuvent parfois laisser des infrastructures neuves sans usage, faute de cet enracinement.
Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est l'innovation. Alors, c'est peut-être un grand mot. Il faudrait peut-être plutôt parler d'expérimentation, d'ouverture, de curiosité. Ça consiste souvent à faire autrement ce qui a été fait par d'autres, en l'enrichissant de notre propre charisme, faire du neuf avec du vieux, en sorte. Et je vais essayer d'illustrer cela par deux exemples, un dans le domaine de la santé. Donc, pour lutter efficacement contre la lèpre, nous faisons la promotion du dépistage actif, intégré des maladies de peau. On revient peut-être aux bonnes vieilles méthodes de détourner en brousse, sans se focaliser sur une pathologie, mais sur plusieurs. Qui plus est, la pathologie qu'on cherche à soigner, elle est stigmatisante, donc l'approcher par un soin global permet aux lépreux de venir se soigner. Nous l'intégrons à des programmes de dimension transversale, comme la qualité de l'eau, l'assainissement, un des meilleurs alliés dans cette lutte, c'est l'eau et le savon. On les associe à un apprentissage des auto-soins et à des activités génératrices de revenus, ne serait-ce que savoir fabriquer du savon, vous le faites pour vous-même, mais vous le vendez. On est dans une phase de déploiement dans cette démarche-là. Après des expériences béninoises réussies à Lalo, Divo, on a poursuivi cette année sur l'île d'Agonvé, au Bénin. Et c'est maintenant ceux qui ont œuvré à cette réussite qui vont aider leurs voisins ivoiriens du Chiépo et peut-être demain, je l'espère, dans le district de Gagnoa. Nous avons de grandes ambitions à Madagascar avec une approche globale dont on a parlé tout à l'heure qui est absolument nécessaire. Si on veut gagner, il faut vraiment s'attaquer à tous les problèmes et donc à la pauvreté. Et toute cette approche repose d'abord sur une approche communautaire, comme illustré sur la photo. On voit le Dr Johnson qui réunit une communauté locale à Gonvé. Donc c'est la communauté locale qui est la première concernée. Alors un deuxième exemple, je pourrais citer la recherche également dans le domaine de l'innovation, puisque nous cherchons à être présents et à trouver des solutions dans le domaine du traitement, raccourcir le traitement ou du diagnostic ou également de la transmission de la lèpre. Alors dans le domaine de l'insertion, nous innovons par rapport à nos pratiques habituelles. Comme je vous ai dit, nous aidons des personnes en précarité qui sont capables de mener leur propre entreprise. Nous avons signé récemment un partenariat avec Village Vivant, dont leur gène, c'est le développement coopératif. Donc c'est un système coopératif où on ne part pas tout seul pour mener un projet, mais on se met à plusieurs. Et ça nous a semblé tout à fait intéressant, en examinant avec eux un ou deux projets que nous soutenons, de voir que cette approche coopérative pouvait être une réponse à des échecs que nous constatons dans le domaine de l'aide à l'insertion. Les causes d'échec peuvent être la maladie, des problèmes familiaux, les ruptures familiales et tout simplement le découragement. Voilà. Nous espérons en retour, vis-à-vis de cette partenariat avec Village Vivant, leur apporter notre souci des plus fragiles. Et nous avons aussi un projet de développer, vis-à-vis des porteurs de projets que nous accompagnons depuis plusieurs années, une deuxième marche de développement qui leur permette en particulier d'embaucher des personnes. Donc voilà par quelques exemples ce que la Fondation cherche à promouvoir. Ce que je voudrais dire, c'est que la Fondation est d'abord riche de beaucoup d'enthousiasme. Elle cherche donc à être à la fois un partenaire fidèle et fiable pour construire dans la durée, mais être également innovante, agile et, j'ose dire, ambitieuse dans une période qui est quand même difficile vis-à-vis de la collecte des dons. C'est bien en partageant nos convictions autour de projets innovants que nous pouvons, comme disait Raoul Follereau dans son testament, donner vie à ces initiatives et poursuivre ainsi son œuvre. Je vous remercie. Et